Chers amis supporters, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. 50e numéro déjà, depuis un peu plus d'un an. Et pour fêter ça, rien de tel qu'une défaite du FC Metz à débriefer. Aujourd'hui, un plateau de choix, encore une fois, avec pour commencer notre chroniqueuse préférée, Virginie Bernard. Comment ça va, Virginie? Ben, ça va, un semblant de gueule de bois sans la soirée qui allait avec, quoi. Donc c'est un peu chiant, c'est un peu nul. Mais ouais, bah un peu déçu de ce match, enfin complètement déçu de ce match. Ouais, De la qualité et puis du résultat, bien sûr, donc on va en parler. Mais sinon, moi, ça va. bon, tant mieux. À tes côtés, on accueille l'immense Thomas Lavaux de France Bleu Lorraine. Salut Thomas. Salut Gérald, salut à tous. Ah, toi aussi, tu vas bien? T'as passé une bonne soirée hier? Ça aurait pu être mieux, oui, on va dire. Ouais. Et enfin, il était au stade hier et il est rentré avec des étoiles plein les yeux. Kevin Bignossi, salut Kevin. Salut Gérald, salut à tous. Effectivement, j'ai été gâté. J'ai bien fait de faire le déplacement à Grenoble. J'habite à 1 heure de route, donc ça va, c'est modeste. Mais malgré tout, je pense que l'FCS nous a bien gâté pour la 50e du talk aujourd'hui. Avec une belle victoire. Ah non, c'est vrai, une belle défaite à débriefer. Belle défaite, ouais. Alors les amis, justement, le FC Metz est revenu bredouille de son déplacement à Grenoble. Une défaite sèche 2-0 des hommes de Stéphane Le Mignan qui ont littéralement offert la victoire aux Grenoblois, on peut le dire. Deux erreurs, une de Jessine Deminguet et une d'Alex Ukidja, bien aidé d'ailleurs par Stambouli dans l'affaire, qui se sont payés cash et surtout des grenades maladroits devant les buts. Kevin, on va commencer par toi. Les Messins sont une nouvelle fois tombés dans un traquenard et ont craqué par deux fois. Pire encore, on les a jamais réellement sentis capables de revenir dans la partie. Ouais, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que j'avais un sentiment assez particulier à la fin du match en rentrant tranquillement, en sortant du stade. Le sentiment, c'est que le SMS nous a habitués en fait à parfois gagner des matchs qu'ils ne méritaient pas. Là, on a un sentiment nouveau, c'est en fait de s'habituer à ne pas prendre des points alors qu'on pourrait en mériter. Et en fait, j'ai eu ce sentiment-là en me disant, c'était quand même prenable, prenable hier. Et malgré tout, on n'a pas su saisir en fait des occasions qui étaient quand même plutôt franches, surtout notamment à deux actions, notamment je pense de Joël Assoro. Ah, il y en a eu quelques-unes. Donc, ouais, voilà, donc des situations, finalement, on s'en est procuré. Dire qu'on a une stérilité offensive, je pense pas que ce soit le terme approprié. Mais par contre, effectivement, il y a une efficacité qui a montré un petit peu ses limites hier contre Grenoble, contre une équipe qui, au contraire, elle était une vraie équipe de Ligue 2, qui s'est battue sur les moindres ballons, ont fait beaucoup de fautes. Mais à côté de ça, en parallèle, ils ont su marquer des buts décisifs à des moments clés en plus dans le match. Ouais, Thomas, un constat assez étonnant. Au niveau des statistiques, le FC Metz, c'est 66% de possession de balles, seulement 12 tirs, dont 7 cadrés, quand pendant dans le même temps, Grenoble a frappé 14 fois au but. Ce qui est un problème avec cette tactique offensive, cette domination, qui a semblé encore une fois, d'après moi, très stérile. Je pense qu'on pourrait se poser la question d'un éventuel problème si effectivement le FC Metz était reparti de Grenoble sans s'être créé d'occasion, sinon des frappes lointaines, enfin des occasions qui n'en sont pas vraiment. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Hier, des occasions, il y en a eu. Moi, ce match-là, je trouve que enfin, c'est pas infamant de lâcher des plumes à Grenoble. C'est une équipe peut-être un peu sous-cotée, qui a de grandes chances de finir dans le premier quart et de bonnes chances de finir dans le premier quart du classement. Le problème, c'est on n'a pas noté de progression dans le match du FC Metz. Ce match de Grenoble, il marque la stagnation du FC Metz qu'on avait déjà constaté en deuxième mi-temps contre Amiens, qu'on avait déjà constaté également à 3. Ce match, il illustre que dans la construction de son nouveau projet, le FC Metz, il est pas encore capable de jouer 90 minutes à niveau constant. Il y a une alternance de temps plus faible, de temps plus fort. Le temps plus faible hier, il a eu lieu en début de rencontre, mais après le but grenoblois, et c'est peut-être finalement la seule note aussi positive de cette soirée, c'est qu'il y a quand même eu une réaction après de la part du FC Metz. Et les occasions, elles sont intervenues à ce moment-là. Il y a Gauthier Hein qui frappe sur le poteau. Il y avait déjà eu une première frappe d'Ain, une tête d'Assoro juste avant cela. Juste après la mi-temps, il y a le festival de Papa Madou Diallo. Donc les occasions, elles sont quand même là. Elles sont quand même là. Maintenant, la clé pour moi, pour le FC Metz, c'est comment est-ce
comment faire en sorte que ces occasions, que le FC Metz soit dangereux, voilà, sur 90 minutes et pas sur des petites séquences comme à cheval entre la fin de la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Je pense que c'est surtout ça la clé, plus qu'une question de problème sur le jeu offensif. Virginie, hier, on a vu un FCMS dominateur, donc, mais de telles erreurs pour un prétendant à la montée, c'est rédhibitoire. Comment t'expliques, selon toi, cette fébrilité et surtout ce manque de dangerosité quand même? Alors, j'insiste là-dessus dans le même temps, parce que les Grenats s'étaient montrés quand même rapidement dominateurs, mais on a là cette sensation justement que ça va pas au bout en fait. Comment t'expliques ça, toi? Alors, je ne sais pas si je vais arriver à l'expliquer ou si je le comprends super bien, mais je m'interroge quand même sur l'organisation. Effectivement, le Mignon est arrivé, ça a tout changé. On a vu des joueurs qui étaient capables de se faire des passes, on a vu une construction en attaque, on a vu un bloc beaucoup plus haut. Donc, c'est des choses qui, franchement, étaient assez alléchantes. On se disait, tiens, c'est quand même sympa, cette nouvelle version du FCMS, elle me fait plaisir. Ouais, alors elle me fait plaisir, mais on encaisse, à part contre Martigues, un but à chaque match. Euh, on aime bien nous faire mentir avec le FC Metz, même les chroniqueurs, les commentateurs. Oh, quel milieu de terrain, qu'est-ce que ça nous donne envie de manquer, Stambouli, c'est magnifique. Bon, bah les deux, ils font des boulettes. Okidja, bon, Okidja, je l'aime bien, mais on est quand même très très habitué donc à ce genre de boulettes, hein. C'est un gardien non conventionnel qui arrive à nous faire des sorties extraordinaires par moment et des boulettes ou des fautes de main, des fautes de pied, j'oublie de fermer mon angle au premier poteau. Bon, bref, c'est Oukidja, on le connaît, il en fait rager beaucoup. Nous, souvent, après, ça reste un personnage emblématique du FC Metz, donc il y aura le cas Oukidja, je pense qu'il va se poser dans quelques temps, si ce n'est pas maintenant. Les erreurs, comment on peut les expliquer? Je pense qu'on se livre trop, pour moi. On se livre vraiment trop. Mathieu Hudol, il est trop haut tout le temps. Et je ne sais pas si il avait cette niaque de faire vraiment les efforts constants de revenir. D'ailleurs, l'erreur de Deminguet, il est à la place d'Hudol à ce moment-là, il est tout seul, quoi. Donc je pense qu'on se livre trop. C'est bien de vouloir créer, c'est bien de vouloir attaquer, mais il faut quand même revenir à des fondamentaux. Et la défense, c'est hyper important. En Ligue 1, ça l'était, mais en Ligue 2, ça reste très, très important. Et donc, Grenoble, on l'a vu, c'était le FC Metz que nous, on a connu. Ils ont gagné le match Ouais, c'est alors ça. qu'ils avaient 30% de possession. Et oui, avant, on était, on était Grenoble, quoi. On disait, oh, bah, c'est bien, bah, cool, on l'a gagné ce match-là. Bah oui, mais bon, en même temps, c'était pas forcément mérité. Si c'est mérité, parce que eux, ils sont restés en place, ils auraient pu se prendre un but, hein, je pense. Un 2-1 aurait pas été mérité ou même un match nul. Mais en même temps, moi, je trouve que le 2-0 qu'on se prend hier, les deux erreurs, etc., je pense que c'est un bon signal d'alarme pour se dire, attention les garçons, vous n'êtes pas si forts que ça par rapport au reste de la Ligue 2. Il faut rester concentré et surtout au niveau de la défense. Seulement ce signal, on l'avait déjà eu à 3. Donc, Oui, bon, c'était le premier, c'était la première défaite. Tu t'es dit, bon, allez, c'est un peu la surprise. Mais là, quand même, là, voilà, c'est vraiment le signal. Tu sais, c'est un peu comme quand tes parents, tu préviens une fois, deux fois. Bon, bah, la troisième fois, ça va vraiment montrer qu'il y a un réel problème si on n'arrive pas à l'entendre. Donc, moi, je suis curieuse de voir comment le Mignon, notamment, va réagir après. Kevin, hier, au-delà des deux erreurs manifestes, beaucoup de joueurs, je trouve, ont manqué d'efficacité et de mordant. On pense par exemple à Gauthier Hein, qui est capable de faire des différences, mais qui semble encore un peu en dessous de son niveau maximal. On a des joueurs comme ça, un peu en dessous de leur rendement habituel. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, leur rendement habituel, encore à Metz, il n'a pas encore montré, je pense, le niveau qu'il a affiché à Auxerre, notamment l'année Ouais, dernière. alors, quand je parle habituel, voilà, habituel de ce qu'on connaît de lui depuis, De ce qu'on connaissait, voilà, avant, c'est ça. voilà. Ouais. Est-ce que du coup, il est un petit peu orphelin de ses coéquipiers d'Auxerre, de sa façon de jouer aussi, de Christophe Pélissier, qui est aussi peut-être un petit peu différente de Stéphane Le Mignan? Je pense qu'il y a encore des repères à prendre, hein. C'est un effectif qui est en construction, même si on connaît la qualité intrinsèque de Stambouli, de Maguet, de Hein, de Hudol. C'est des joueurs qui doivent quand même apprendre à travailler ensemble avec un nouveau schéma. En plus, on pense à des joueurs qui étaient déjà là l'année dernière, mais qui avaient aussi des obligations tactiques différentes de celles qui sont demandées aujourd'hui. Donc, voilà, je dirais pas qu'on n'est pas au niveau de la Ligue 2, parce que clairement, et pour la petite anecdote, justement, j'écoutais un petit peu les supporters grenoblois à la sortie du stade hier.
Et beaucoup disaient que clairement le match là, Metz était au-dessus. J'ai entendu beaucoup Metz, un club de Ligue 1, on voit qu'ils jouent comme ça a séduit les supporters de Grenoble, Metz. Alors c'est sûr, hein, ça peut séduire quand en plus son équipe elle gagne contre eux, bah t'es content de voir une belle équipe jouer. Mais malheureusement, j'aimerais qu'on puisse séduire les supporters adverses, mais en plus qu'on gagne des points. Donc, Mm. mais voilà, pour revenir à ça, je pense que les joueurs que l'on a vont monter en puissance. Il manque aussi, je pense, un petit peu de poids offensif. Gauthier Hagne, je pense qu'il attend ça aussi, d'avoir, je pense que voilà, c'est des petits gabarits qui sont devant, Sabali, peut-être aussi, qui montre un petit peu ses limites. Il a eu pas mal de réussites depuis le début de la saison. Donc voilà, dans un match comme contre Grenoble, j'ai l'impression que les défenseurs maintenant connaissent un peu la surprise Sabali du début de saison que personne n'attendait à ce poste-là. Et maintenant, on trouve des plans pour pouvoir contrarier ça. Est-ce que ça va suffire jusqu'à la fin de la saison? Je pense pas. Et moi, c'est ça peut-être qui aujourd'hui permettrait de embellir Gauthier Hines, c'est qu'il arrête d'être un peu au charbon. Quand Jesse Dominguez est parti et est sorti, c'est lui qui a pris le relais avec Stambouli un peu plus bas. Et j'ai trouvé qu'effectivement, un petit peu à la manière, faut peut-être extrapoler la comparaison, mais un peu de la manière d'un Antoine Griezmann avec l'équipe de France il n'y a pas si longtemps que ça, qui était un petit peu au four et au moulin, qui essayait de faire un maximum de transition dans le jeu pour pouvoir permettre en fait tout simplement d'avoir des actions. Donc c'est pas en fait il a un poste ingrat en ce moment, je pense à Metz, Mm. et il a besoin un petit peu de soutien et je pense que ça va. Mais il faut un petit peu de temps, le temps que ça se mette en place. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Mm. Thomas, on a vu un côté droit inédit en championnat, en tout cas. Joël Assoro et Maxime Collin, titulaires. Stéphane Le Mignon avait anticipé ce schéma justement avec le match amical contre Serein. Seulement en face, Grenoble s'est montré un peu plus opportuniste que les Belges et ont posé beaucoup plus de soucis à ces deux hommes. Une fois encore, le banc de touche n'a pas été décisif. Ça devient un problème récurrent à Metz. Euh, Tenez, qu'est-ce qui est arrivé lors des 4 derniers matchs du FC Metz? Grenoble, pardon, Céolétane, c'est un entrant qui marque le but de la victoire. Amiens, le deuxième but, c'est Caïboué, c'est un entrant. 3, le but du 2-1, Ripard, c'est un entrant. C'est un penalty, c'est pas lui qui l'obtient, mais c'est un entrant. Metz-Martigues, bon, mais entre parenthèses, ça ressemblait davantage à un Metz-Serein qu'à un Grenoble-Metz. Et Metz-Lorient, donc vous voyez, là, on remonte quand même plus d'un mois, quasiment un mois en arrière. Metz-Lorient, pareil, c'est Bamba, c'est un entrant qui égalise pour Lorient. Ça veut dire que lors des 4 derniers matchs du Football Club de Metz, ce sont toujours des entrants qui ont marqué pour l'adversaire et qui ont marqué des buts décisifs. Parce que contre Lorient, c'est le but de l'égalisation. Contre Grenoble, c'est le but qui scelle la victoire. Contre Troyes, c'est le but qui redonne la victoire. Donc vous voyez, c'est des buts décisifs. Et nous, ces joueurs d'impact-là, sur le banc de touche, on ne les a pas. On ne les a pas. La performance d'un banc, c'est important pour une équipe qui a des ambitions. On voit par exemple dans un match comme hier, quand l'équipe ronronne, il faut des joueurs qui sortent du banc et qui puissent régénérer ce jeu. Ces joueurs sur le banc, qui sont-ils? Alors que Joël Assoros joue à la place d'Ablaye Jallow qui rentrait de sélection, ça peut totalement se comprendre. Mais Kofi Kwao, quand il est entré en jeu hier à la place de Maxime Collin, bon, il n'a pas révolutionné le jeu de l'équipe. Mais en même temps, moi, je m'interroge sur le fait de l'avoir mis sur le banc de touche. Morgan Bokele a fait une bonne entrée Ouais, je voulais y venir hier. justement. Ouais. C'est Ben vrai. voilà. Mais on a effectivement, on a des leaders, pour revenir au débat précédent, qui manquent d'impact, mais c'est pas que Gauthier Hein, hein. Sabali, ça fait 3 matchs qu'il est peut-être un petit peu en dessous. Papa Madou Diallo, ça fait 3 matchs qu'il montre moins que ce qu'il a pu montrer en début de saison. Jesse Deminguet, il fait des erreurs. On pourra en citer d'autres aussi, hein, d'autres joueurs. Voilà, et on n'a pas forcément le banc pour régénérer, pour redonner un petit peu de sang frais, de sang neuf à cette équipe, contrairement à d'autres adversaires. On a les joueurs, potentiellement, on a les joueurs sur le papier. Oui, un Soro en sortie de banc, hier, il n'a pas été étincelant, mais il s'est quand même créé des occasions. Il aurait dû marquer, d'ailleurs, l'occasion qui manque.
Je comprends pas pourquoi il prend la balle de l'intérieur plutôt que qu'il pique son ballon. Il tente de piquer son ballon au-dessus du gardien. On a Jalot. On les a ces joueurs, mais ils sont pas en mesure de s'exprimer en sortie de banc. Mhm. En Virginie, justement, on a envie de pointer du doigt les attaquants, hein, par rapport à leur manque parfois de spontanéité. Et hier, moi, je trouvais que la seule éclaircie, c'était Morgan Bokele, qui avait fait vraiment une belle rentrée. C'est pas la première fois d'ailleurs, avec entre autres cette frappe magnifique qui a heurté le poteau. Est-ce que c'est un joueur qui mérite, selon toi, d'avoir une place de titulaire? Entre autres, par exemple, par rapport à Diallo, comme disait Thomas, qui est un petit peu en dessous depuis 2-3 matchs. Pourquoi est-ce qu'on trouve qu'il fait une si bonne rentrée que ça? On l'a pas vu très longtemps au final. Mais c'est parce il apporte quand même un impact, de la puissance, chose qui nous manque De la terriblement. puissance, exact. Ouais, un petit peu plus costaud physiquement. Ouais. Mais oui, on a une attaque trop frêle. Tu prends un Diallo, un Sabali, un Sané, c'est trop frêle, même Jalot. C'est, ça manque d'impact et puis on devient systématique. On veut, et alors il faudrait quand même arriver à nous expliquer pourquoi on s'entête à faire ça. On a fait combien de centres dans ce match pour un attaquant qui est tout petit? C'est l'attaquant le plus petit de Ligue 2. Et on se force systématiquement à passer sur les côtés et à centrer pour un attaquant tout petit. Alors, de temps en temps, je veux bien quand c'est ta seule solution, mais quand tu as l'impression que c'est un peu le plan de base, moi, ça m'agace. Alors, faux, parce que pendant le premier quart d'heure, tu vas me dire, on a joué avec Gauthier Hain en première intention, de manière plus verticale. Peut-être, et ça a loupé, du coup, ils ont dit, bon, bah, on va arrêter de faire ça, parce que c'est pas le plus facile à faire, c'est vrai. Mais après, ça reste stérile. Cette attaque stérile, avec une possession stérile, forcément, ça retombe un peu sur les attaquants. Sabali, je pense pas qu'il soit en dessous. Je pense que là, il retrouve un peu le niveau qu'il devait avoir. Même si on l'a vu, hein, il est venu presser le gardien. Je veux dire, il a quand même un petit côté roublard, moi, qui me plaît bien, que j'avais pas trop détecté les années précédentes. Donc, on a quand même Sabali pour moi sur lequel on doit pouvoir s'appuyer. Après, sur les côtés, ça reste encore trop frêle. Diallo, la rentrée de Sané, il top sa balle. Enfin, ça manque d'impact, j'ai besoin d'avoir des attaquants plus conquérants, quoi. Peut-être plus puissants. Voilà, pour moi, ça, là, c'est mon regret. Quand je regarde le FCMS, c'est ce qui me manque. Et je pense que c'est ce qui manque aussi à l'attaque. Alors, Sabali en neuf, c'est bien, mais lui aussi, il est quand même un peu frêle. Donc, voilà, je veux pas taper sur aucun attaquant à part Sané, mais, euh, mais voilà, c'est ce que je dirais. Et aussi sur le côté garder le ballon pour garder le ballon, on l'a bien vu, ça nous a quand même coûté 2 buts. Hmm. Alors le prochain adversaire, c'est Guingamp, qui a encore une fois perdu, deuxième défaite d'affilée pour les Guingampais. Kevin, est-ce que tu es plutôt confiant pour la semaine prochaine ou est-ce que tu es un petit peu dubitatif suite à ce match? Dubitatif. Je pense que pour le coup, après un match contre Grenoble que j'aurais pensé plus facile, ça aurait pour moi pu, voilà, j'aurais pu être un peu plus optimiste en vue du match de Guingamp. Seulement, bah, il y a des choses encore à perfectionner. Cependant, on sera à domicile, qui est en tout cas une terre un peu plus de réussite cette saison. Et puis, on sera face à une équipe de Guingamp qui est un groupe, qui est dans tous les cas un système moins regroupé que Grenoble, qui cherchera un peu plus à jouer au ballon, comme l'était par exemple le Paris FC. Donc, potentiellement, ça pourrait être malgré tout. On va dire que c'est ça, c'est la petite lueur d'espoir, c'est que on se retrouve dans un match moins fermé et avec une réelle opposition qui permettrait peut-être aux joueurs de pouvoir trouver un peu plus la faille. Et je reviens juste par contre sur l'aspect de Bokele. Moi, je me pose aussi la question si éventuellement il profite pas aussi en entrant bon, à 10 minutes de la fin bah, de la fatigue aussi adverse et donc de pouvoir se créer des brèches un peu plus facilement que s'il avait débuté la rencontre. Peut-être que parce qu'on parle de physique, mais je pense que Joël Assoro, il est pas frêle, par exemple, Non, tu vois. je l'ai pas cité. Mais il Voilà. était décevant. Il était quand même Et en décevant. l'occurrence, ouais, mais tu vois, en fait, en soi, il a quand même aussi la capacité physique et il a un profil de joueur qui pourrait correspondre aussi à ça. Et ça pas, c'est pas pour autant, en fait, qu'il a été décisif dans ce match-là. Je pense que s'il était peut-être entré, il aurait peut-être eu le même impact que Bokele. Je me souviens qu'il avait fait une entrée assez intéressante en début de saison aussi, à son retour, Joël Assoro. Donc, peut-être aussi que si on mettait Bokele contre Guingamp, lors du match suivant, il aurait peut-être pas, la même entrée, enfin le même impact dans le jeu que ce qu'il a pu avoir contre Grenoble.
Donc voilà, c'était juste le petit truc que je voulais, parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai eu avec l'entrée de Bokele, et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de le faire rentrer à ce moment-là. Effectivement, c'est vraiment dommageable qu'il ait pas pu marquer sur cette action. Mais ouais, donc maintenant place à Guingamp. Thomas, qu'est-ce qu'il faut changer d'après toi dans ce 11 de Stéphane Le Mignan pour gagner en efficacité devant les buts, pour tenter plus? Est-ce qu'il faudrait un deuxième attaquant, par exemple, en pivot, pour jouer avec Sabali en pointe? Et est-ce qu'on a cet attaquant? Je pense déjà qu'il ne faut pas renverser la table parce que Metz a perdu un match à Grenoble. Il y a un cap qui a été fixé et c'est surtout pas après 10 matchs qu'il faudrait tout révolutionner. Absolument pas. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Stéphane Le Mignan, c'est pas un révolutionnaire, hein. Je pense pas que on va changer beaucoup de choses pour la réception de Guingamp. Ce qu'il faudrait changer, c'est que voilà, il faut espérer déjà que les cadres retrouvent leur niveau, que le jeu messin retrouve son rythme, et puis peut-être un peu plus de spontanéité, je dirais, moins Ouais, être dans le d'audace, calcul. ouais. Voilà, de l'audace. On a les joueurs pour ça. On a les joueurs pour ça. Encore une fois, donc voilà, jouer peut-être un petit peu plus librement. Je pense que le problème messin là, il est essentiellement défensif. Euh, En attaque, même quand on n'est pas dans un gros soir, des occasions et des occasions franches, on en a, comme on en a eu hier soir. Euh, c'est Il y a eu finalement, je pense, de ce point de vue-là, qu'un seul match, celui de 3 où vraiment, oui, c'était la disette offensivement. Mais c'était à l'adversaire, c'était face à un adversaire qui plantait le bus. Et on a vraiment du mal face à ces adversaires qui plantent le bus. C'est ça aussi, hein. Donc, pas forcément changer grand-chose, miser, espérer que voilà, nos cadres retrouvent un petit peu ce rythme. Mais pour moi, surtout, je pense que le chantier, il est défensif, encore une fois. Euh, une équipe qui sait qu'elle a une défense solide, elle pourra peut-être se livrer davantage. Et pour le moment, c'est pas le cas. On peut incriminer Jesse Deminguet hein, sur le premier but grenoblois. Oui, ça passait catastrophique. Euh, il se retrouve face au but, face à son but, sur son mauvais pied. Il met la balle dans une zone catastrophique, plein axe à Elle est 20-25 déviée, il me mètres. semble, en plus. Je crois elle est déviée par le défenseur, Il y par a, voilà, l'attaquant. il y a peut-être de ça. Après, bon, cela dit, il se retrouve aussi quasiment en position de défenseur latéral. Bah, c'est pas rare qu'un relayeur vienne chercher la balle à hauteur de ses Mais défenseurs. alors, ce serait pas un problème, Il se retrouve. justement, c'est pas Mais un problème de joueur, peut-être un problème d'animation défensive. et ce que je veux dire, voilà, ce que je veux dire, c'est que ce premier but, certes, il met en lumière une erreur individuelle, mais c'est pour moi plutôt une erreur, on va dire structurelle. Ouais. Voilà, c'est Deminguet, il n'a pas à se retrouver là, il n'a pas à se retrouver dans cette position, mais il se retrouve là et dans cette position aussi parce que la conduite de balle précédente, la séquence précédente, c'est une conduite de balle de Sadibou Sané et elle est pas bonne. Donc voilà, essayer de retrouver de la solidité en défense et je pense que ça aidera l'attaque aussi à se sentir mieux et à pouvoir oser davantage. Mm, mm. Alors Virginie, on va finir sur le cas dont tu parlais tout à l'heure, le cas Okidja, euh, l'international algérien qui nous coûte des points, encore une fois, cette saison, même si la passe de Stambouli, c'est pas un cadeau, on est d'accord. Mais encore une fois, est-ce que tu penses qu'on peut donner sa chance à Papsi, ou simplement attendre la Coupe de France pour lui donner cette chance? Est-ce que tu crois que peut-être un petit coup d'électrochoc comme ça, un petit changement, ça serait quelque chose de positif. Je sais ce que vaut Okidja, je pense savoir. Je pense avoir vu beaucoup de matchs de ce gardien. Je sais qu'il est capable du meilleur comme du pire, comme je le disais. Cette année, on le trouve quand même dans la difficulté. Je le trouve quand même pas rassurant. Hier, aucun ballon n'a été capté de manière très simple. Je trouve qu'on tremble à chaque fois. Donc, cette défense aussi, donc l'animation, je suis totalement d'accord. C'est à cause de l'animation qu'on se prend aussi ces deux buts. Une défense qui est pas si sereine que ça. Un Traoré que j'ai trouvé un peu en dedans aussi hier. Et surtout une défense qui est pas rassurée par son gardien. Et, et je trouve que ça, c'est vachement préjudiciable. Je, je, je le trouve très attachant, Alexandre Kidja. Je sais qu'il est animé par
par beaucoup d'amour pour le FC Metz, pour les supporters et moi, je le vois un peu toujours comme l'âme d'un enfant et on le voit des fois il est foufou comme un enfant. Alors il est capable du meilleur comme du pire. Là, les supporters commencent un petit peu à le prendre en grippe. Euh, je ne sais pas ce que valent les autres. Je ne peux pas dire oui, on change Oukidja, euh, mais je trouve que c'est aussi un peu symptomatique de l'équipe. J'aimerais bien un peu plus de sérieux défensivement ou dans le fait de capter un ballon pour ce gardien. Voilà, ramener quelque chose de plus peut-être un peu plus sérieux, un peu plus scolaire. Je dis pas qu'ils font n'importe quoi, hein, je grossis le trait, mais je pense qu'il y a une piste à creuser. Mais non, j'enlèverai pas Oukidja tout de suite. Mais moi, je pense que alors, sans parler de punition, ça peut peut-être lui faire du bien. Ben, je sais pas, d'avoir un match, ou peut-être pas des gros matchs, mais un match où on sait qu'on va peut-être un peu moins subir. Après tout, si Papsi il est là, c'est qu'il est censé avoir le niveau. C'est un gardien qui a quand même montré des choses en Belgique, même si Serein est descendu. Moi, j'ai quand même envie de le voir C'est quand même pas le par même principe en niveau. fait. C'est pas le même Sarah, niveau, c'est pas mais le même niveau. justement dans une période comme en ce moment où il fait des erreurs, peut-être pour mieux rebondir après, pour qu'on se dise bon, Papsi, ok, c'est pas mal, mais quand même Okidja, on est, tu vois. Est-ce que ce serait pas mieux finalement pour lui de d'avoir un match ou deux comme ça C'est de pas une repos? sanction. Tu l'enlèves là, forcément, c'est une sanction. Mais oui, Il fait mais une c'est le lot de tous énorme. les joueurs. C'est pas parce que t'es gardien que parce qu'on a eu des époques où on pouvait entre guillemets jongler sur deux gardiens. Il y a des équipes qui peuvent entre guillemets jongler sur plusieurs gardiens. Pourquoi nous on doit absolument tout le temps se dire voilà c'est lui, même s'il fait des erreurs à un moment donné, un gardien doit aussi avoir peur de la sanction et puis peut-être un match ou deux sur le banc pour retrouver de l'assurance. Si le remplaçant est certainement au niveau, oui, je te dirais oui, testons. Mais je pense que si c'est pas testé, c'est que c'est pas forcément au niveau. Hmm. Je trouve pas qu'il y ait Le un débat totem. autour, Pardon. Oui, Thomas? non, je disais, le débat autour d'Alexandre Oukidja, il est quand même latent. Le débat, on aurait très bien pu l'avoir après le match de Laval. Souvenez-vous du but qu'il encaisse, c'était il y a 2 mois contre Laval. C'est une faute de main sur sa ligne. Alors, je suis d'accord avec l'idée comme quoi Alexandre Oukidja est un gardien capable du meilleur comme du pire. Le problème, c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le meilleur. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. Le meilleur, c'est peut-être Lens l'année dernière. Ça fait un an. Ça fait un an. Ça fait un an où aujourd'hui, le bilan d'Alexandre Oukidja, en termes le ratio points gagnés, points perdus, il est déficitaire. Et le club lui a fait confiance. Euh, que vaut Papsi? En revanche, je suis incapable de le dire. Ses références, c'est en D2 belge. On parle d'une équipe qui joue le maintien en D2 belge. Et cette année, il joue dans une équipe qui veut monter en Ligue 1. Alors si Papsi il débarque dans le but, qu'il se révèle et tout, bah, tant mieux pour le Football Club de Metz. Mais est-ce qu'il est capable aussi de maintenir ce niveau-là jusqu'à la fin de la saison? Est-ce qu'il est capable de soutenir l'équipe dans son objectif pour la remontée? Là-dessus, j'ai de gros doutes. Donc c'est pour ça que moi je suis plutôt partisan du fait de continuer avec Alexandre Oukidja tout en priant, voilà, pour qu'il retrouve quand même un niveau médian qui soit, voilà, qui puisse permettre au FC Metz de nourrir ses ambitions. Mais Par j'ai des contre, doutes là-dessus. au mercato, ça pourrait être intéressant d'avoir un gardien qui viendrait renforcer cette équipe. Pour Parce que, préparer l'avenir aussi. ah oui, j'ai Tout à l'impression fait. qu'on est sur une fin de cycle avec Oukidja. Mm. Mais le club est aussi entre deux eaux, c'est-à-dire que de quels moyens disposera-t-on au mercato? Et puis préparer l'avenir, mais préparer quoi? Préparer en Ligue 2, préparer en Ligue 1. Oh, c'est jamais mauvais d'avoir un bon gardien en Ligue 1, en Ligue 2, hein, t'es toujours content. C'est jamais mauvais, mais ça peut être cher. Bon, en tout cas, l'avenir nous le dira. Les amis, c'est déjà la fin de ce 50e numéro du Talk. Merci à tous de nous avoir suivis. Pensez à liker, à commenter, à partager, à activer la petite cloche bleue sur YouTube. J'adore cette phrase. On se donne rendez-vous sur letsgomez.com et puis bien sûr dans le prochain numéro du Talk. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.